Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode de Divergence sur Divergence politique avec Xavier Moreau aujourd'hui. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Ça va. Eh bien, alors c'est parfait. Vous savez, nous vous faisons voter sur Telegram. Eh bien, voici les résultats. Les résultats pour cette émission, ce que vous avez retrouvé, vous avez vu 18%, on va parler donc des frappes israéliennes au Qatar, 36%, forcément la Pologne, la Russie, l'OTAN, l'Ukraine, ce sont le sujet, c'est le sujet principal qui vous intéresse. Eh bien, voilà. Il s'en est pas passé de loin, Xavier, qu'on parle de politique française. Hein, tu vois, Bayrou, quand même, le cornu, Macron, 15%. C'est pas passé loin quand même. C'est pas passé loin pour toi de devoir parler un petit peu de notre président de la République. C'est intéressant en ce moment. La séquence est assez intéressante. Ah, c'est une séquence qui est toute particulière. Tout de suite, jingle. Et on part justement au Qatar où on va dialoguer avec Xavier justement de ces frappes israéliennes. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Allez, dans le contexte actuel, le Jeanne au secours, c'est véritablement ce qu'il nous faut pour la France. Xavier, alors justement, on va parler un petit peu, on va parler des frappes israéliennes au Qatar. On l'a vu en ce début de semaine, Netanyahou a prétendument en représailles de l'attentat qui avait eu lieu sur le territoire israélien, a donc attaqué une délégation du Hamas qui était à Doha, au Qatar, donc, dans le cadre de potentielles négociations de paix. Qu'est-ce que l'on sait de cette séquence? Déjà, ce qu'on peut remettre, c'est mettre dans le contexte. En fait, le Qatar sert souvent de lieu de rencontre pour entre des États et des groupes, on va dire, ou des États qui ne sont pas, où il n'y a pas de représentation diplomatique, qui permettent donc de négocier. Par exemple, les talibans rencontrent aujourd'hui l'administration américaine au Qatar, et c'est le cas également pour le Hamas. Donc, on va dire que c'était une espèce de zone intouchable qui permettait à des gens, en fait, normalement, qui ne doivent pas se rencontrer, de se rencontrer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est une première, je dirais, faute de Netanyahou, c'est-à-dire qu'il a frappé sur un territoire qui, en plus, ne lui est pas fondamentalement hostile. Faut bien faire la différence entre les États arabes et la rue arabe. La rue arabe est, dans sa totalité, hostile à Israël, mais les États arabes, eux, ne le sont pas systématiquement. Ce qu'ils voudraient, c'est trouver une solution. C'était aussi l'esprit des accords d'Abraham qui avait été lancé par Donald Trump et qui devait s'élargir à d'autres pays arabes. Hein. Ça concernait le Maroc, ça concernait les Émirats arabes unis, mais évidemment que le Qatar, qui est un point d'appui des États-Unis dans la zone, faisait partie en fait de ces territoires. Et là, en fait, en faisant ce tir, donc d'une part, ça c'est comme tirer sur une ambassade, en fait. Ce qu'a fait Israël, c'est comme tirer sur une ambassade. Et d'autre part, ça va forcer les pays arabes à réagir contre Israël. Je pense que ce qu'a fait Netanyahou est extrêmement grave. Ça montre qu'il est acculé, qu'il n'a pas vraiment de solution. D'après ce qui circule également dans la presse américaine, c'est la Turquie, en fait, qui aurait permis, parce que ça aussi, il faut souligner, le coup a raté, qui aurait permis aux dirigeants du Hamas d'échapper à la mort. Donc il y a eu des morts, mais c'est pas les dirigeants qui étaient visés. Donc non seulement Netanyahou a commis cette faute grave du point de vue diplomatique, du point de vue des relations internationales, mais en plus il a raté son coup. C'est-à-dire que les dirigeants du Hamas sont en vie, et quand bien même il les aurait tués, on a vu avec le Hezbollah, on a vu
avec l'Iran, on a vu avec le Hamas que c'est pas parce que vous tuez des dirigeants que finalement ça met le mouvement à genoux. Ce sont des mouvements qui ont suffisamment de profondeur et d'appui dans les populations qu'ils prétendent diriger pour trouver des remplaçants. Et même quelquefois liquider les vieux, c'est même plutôt une bonne chose. Ça permet l'arrivée d'une nouvelle génération qui est pas forcément d'ailleurs plus modérée, au contraire quelquefois plus radicale, et puis qui a pris en compte des nouvelles technologies de communication, des nouvelles technologies de combat. Donc voilà, on est toujours un peu. Moi, j'avais comparé ça dans la mentalité israélienne. C'est l'histoire de Judith et Holoferne. Hein, Judith qui, en gros, couche avec le Holoferne pour pouvoir l'assassiner, et ça permet la victoire de l'armée juive contre l'armée d'Holoferne. Donc là, mais ça marche dans les mythes, ça marche pas dans la réalité. Et on l'a vu encore une fois avec le Hezbollah, l'Iran et le Hamas. Et donc Netanyahou a pris des risques énormes. Je pense que Trump va être contraint. Excuse-moi, je te coupe parce que tu vas exactement sur le sujet sur lequel je voulais t'interroger. J'ai mon petit tweet de Trump qui s'est affiché un petit peu trop vite. Je le remets à l'écran. On a senti, ça c'était le message de Trump le 10 septembre. On a senti qu'il était extrêmement mal à l'aise. D'aucuns ont dit que forcément la frappe israélienne avait nécessité le soutien, en tout cas satellitaire, on va dire d'information, du réseau d'information de la CIA, en tout cas l'appui américain, voire le consentement américain. On a senti Trump extrêmement gêné. Alors son message quand même est ambigu parce qu'il dit globalement c'est pas bien ce que vient de faire Israël, mais maintenant que c'est fait, ben c'est pas si mal que ça. Alors Xavier, voilà, je te lance la perche. Trump a-t-il collaboré ou a-t-il fermé les yeux? C'est un peu penser cette phrase de Talleyrand, ces choses-là nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Et c'est-à-dire que Trump peut pas dire qu'il était pas au courant, parce que ce serait évidemment déshonorant pour lui et les États-Unis. C'est pas dit que Netanyahou l'ait prévenu. Je pense que Netanyahou aujourd'hui est en roue libre, que plus personne ne le contrôle. Cela dit, bon, je pense que notamment si jamais les tirs de missiles ont été faits par des F-35, les Américains le savaient. Donc il y a dû y avoir un message d'avertissement, peut-être pas très longtemps avant le tir. Et donc voilà, Trump ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour lui, Netanyahou est un gros problème. Comme Zelensky d'ailleurs, comme les Européens aussi. C'est-à-dire qu'il ne peut avancer sur aucun de ces deux sujets parce qu'il a en face de lui des dirigeants hostiles qui veulent aller jusqu'au bout. Et il est clair aujourd'hui que Netanyahou veut aller jusqu'au bout. Mais là, je pense que Trump va devoir faire un choix. Sinon, ça va continuer comme ça encore longtemps et ça va poser un problème à terme. Ce qui est intéressant, ça va être tout de même de voir la réponse du monde arabe, parce que ça a été condamné par l'Arabie Saoudite, parce qu'ils font rajouter que le missile, en fait, en admettant qu'il était tiré d'Israël, a survolé l'espace aérien de plusieurs pays souverains. Donc bon, la Jordanie, ça n'a jamais vraiment été un État souverain par rapport à Israël, mais on ne sait pas trop par où il est passé, mais il a dû passer par l'Irak, il a dû passer par l'Arabie Saoudite, et puis pour finir, il a passé par le Qatar. Donc ça, c'est évidemment, c'est des choses qui ne peuvent pas rester, je dirais, impunies. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a dit que Netanyahou devrait être envoyé en prison, qu'il fallait qu'il soit condamné. Donc la situation est extrêmement tendue pour Netanyahou. On a vraiment l'impression qu'il veut que plus rien ne l'arrêtera. Je dirais pas qu'il a fait une erreur. Je pense que dans sa logique, je crois que c'est Chesterton qui disait un fou est quelqu'un qui a tout perdu sauf la raison. Et je pense que Netanyahou est comme ça, c'est-à-dire qu'il est dans une logique d'aller jusqu'au bout. De toute manière, c'est ça pour lui ou la prison. Et donc il va tout essayer. Mais oui, encore une fois, c'est extrêmement grave. Et du point de vue, si on est parfaitement rationnel, c'est assez inexplicable. Hein. C'est ce qu'a fait Netanyahou là, et en plus, ça a raté. Donc ça, c'est très 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 mauvais point, très mauvais point. Alors, si on parle un petit peu justement du monde arabe pour le schématiser, on aurait, tu en as parlé justement, l'Arabie Saoudite
qui est en soutien avec le Qatar. Et immédiatement, ils ont pris la parole pour dire en tout cas, qu'ils structuraient leur bloc militaire si l'aventure il devait se passer le même type de mésaventure sur leur sol. C'est une alliance qui s'oppose au Moyen-Orient, et bien au bloc Iran, Émirats Arabes Unis. Où se trouve la Turquie à peu près dans l'entre-deux blocs? En fait, tous les pays musulmans se présentent comme étant des protecteurs des Palestiniens. Bon, dans la réalité, encore une fois, il faut faire la différence entre la rue arabe ou la rue musulmane et les États. Mais là, la Turquie, d'après, je crois que c'était sur Reuters, dans ce qu'on a entendu dire, c'est que la Turquie avait prévenu les Palestiniens, la direction du Hamas, que un tir allait avoir lieu, donc ce qui leur a permis d'y échapper. Et donc encore une fois, pour les dirigeants arabo-musulmans ou perses, encore une fois, si c'est l'Iran, la question palestinienne est importante parce que elle choque énormément leur population. Mais ceux qui se sont vraiment bougés pour défendre les Palestiniens, c'est les Iraniens, c'est le Yémen avec Ansar Allah, et les Turcs, les Saoudiens, les Émiratis les Qataris sont plus à distance en fait. Ils aimeraient bien trouver un compromis, ça leur irait très bien. Je pense que l'esprit des accords d'Abraham leur convient très bien. Mais là, en fait, encore une fois, Netanyahou les a mis, et surtout Netanyahou les menace. Si tu écoutes ce qu'a dit Netanyahou, sa déclaration après cette opération ratée, ça finit en disant, il menace tous les pays, mais en nommant le Qatar, en disant, si jamais vous ne faites pas le ménage chez vous, donc chez les terroristes, c'est-à-dire les dirigeants du Hamas, nous le ferons à votre place. Donc non seulement il a raté l'opération, non seulement il a fauté contre le droit international, la diplomatie, etc., mais en plus il menace de continuer de le faire. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment on est vraiment en roue libre, il est vraiment en roue libre, et on ne sait pas jusqu'où va aller Israël. Aujourd'hui, Israël est un vrai problème en fait. L'Israël de Netanyahou est un vrai problème pour la stabilité de la région et même du monde. Alors justement, c'est très intéressant. On va se poser deux questions pour finir cette thématique sur l'attaque israélienne au Qatar. Première question, tu l'as dit effectivement, il y a un soutien évident à la Palestine, etc. dans le monde musulman. Ceci étant, tu l'as expliqué politiquement. Bon, il y a quand même une inaction en tout état de cause. On condamne, mais on va pas plus loin. Est-ce que très clairement, ça c'est la première question, on peut dire que à moins d'un événement majeur, il n'y aura pas de mouvement ou pas de soutien physique au Qatar ou à l'Iran, etc., de l'ensemble des pays musulmans du Moyen-Orient? Première question. Et deuxième question, tu as dit Israël commence à être un problème, notamment diplomatique, notamment pour l'Europe. Quid en Europe? On a vu qu'Emmanuel Macron a quand même réagi pour condamner. Où est-ce que ça peut mener? Voilà, deux questions, le monde, le Moyen-Orient et l'Europe. C'est pas de problème, comme dirait OSS 117. En fait, on ne sait pas ce que ça va donner, y compris même avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. Hein. Je te rappelle que c'était en 2023, il y a eu sous l'égide de la Chine, il y a eu un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, sans doute suite à l'échec de la guerre des Émiratis et des Saoudiens contre le Yémen. Donc on est plutôt dans une phase de rapprochement. Ce sera jamais le grand amour, faut pas rêver, mais globalement là ils ont quand même un sujet sur lequel ils pourraient se mettre d'accord, puisque finalement ce que Israël a fait sur le Qatar, ça vient en écho de ce qui a été fait contre l'Iran. Donc j'attends de voir tout de même avant d'être aussi catégorique sur le fait que il se passera rien entre ces pays-là. Et finalement en France aussi, effectivement mais en France maintenant il y a une rue musulmane en fait, il y a une rue arabe on peut dire. Donc là aussi Macron est un peu coincé par une partie de sa population très militante en plus, on l'a vu d'ailleurs. Contrairement aux gilets jaunes où il y avait que le drapeau français, là on voyait pas de drapeau français, même ils étaient pourchassés, donc on voyait des drapeaux palestiniens. Donc effectivement ça c'est cette rue arabe ou militante on va dire, parce qu'il y a aussi des blancs, mais militante pro-palestinienne est très active, et ça pousse Macron à faire quelque chose.
Et donc c'est oui, mais Netanyahou s'est mis dans une situation très critique par rapport à ça. Je ferai pas de pronostic dans l'immédiat. Cela dit, encore une fois, il faut bien comprendre, c'est que les dirigeants du Hamas étaient au Qatar pour négocier. Donc qu'est-ce que vont donner ces négociations? À la demande des États-Unis. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, je dirais la balle, elle est moins dans le camp des pays arabes que ou des pays musulmans que dans le camp des États-Unis. Aujourd'hui, Trump a un problème, il a un problème avec Netanyahou. Les États-Unis ont un problème avec Netanyahou et il faut qu'ils le règlent. Et pour l'instant, je vois pas comment. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est clair, c'est que la balle est dans leur camp et que je pense que Netanyahou, encore une fois, a commis une faute grave qui peut très bien se retourner contre lui et contre Israël. Merci Xavier. À noter notamment que Witkoff a immédiatement été envoyé par Donald Trump au Qatar. Donc, je pense qu'il a dû faire. Le pompier, il a dû faire un personnage intéressant, Witkoff d'ailleurs. Hein. C'est l'homme des situations en fait finalement. Absolument, il faudra qu'on parle de lui plus longuement. Alors, toute petite transition, on va rester pour la transition avec Xavier Moreau, vous allez le voir, et puis on se retrouve pour le thème principal, celui que vous avez choisi, l'histoire des fameux drones russes qui attaquent l'OTAN. Allez, vous le voyez dans cette transition, c'est noté. Faites un like si vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Partagez-la avec vos amis, d'ailleurs. Partagez les vidéos. Et puis, activez la cloche pour avoir justement les notifications sur les différents programmes. Alors, le dimanche soir, c'est Divergence. Vous le voyez ce soir avec Xavier. On retrouvera notre ami Fabrice Torlin la semaine prochaine dès son retour des Émirats Arabes Unis. Je sais pas s'il est parti négocier pour la paix, notre ami Fabrice, mais en tout cas, il est dans un des pays des BRICS. Vous retrouverez Thierry Mariani dans sa nouvelle émission Mariani 360 le mardi soir, tous les mardis soirs, et puis le jeudi soir, c'est la nouvelle émission de Nicolas Mirkovic. Un autre regard. Voilà, le titre choisi par Nicolas. Venez voir le regard justement de Nicolas Mirkovic sur l'actualité internationale. Concernant l'actualité internationale, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en ce début de semaine en Pologne. Voilà, ça a été le drame. La Pologne, notamment, a invoqué l'article 4. On va en parler, Xavier, de qu'est-ce que l'article 4, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il implique. Des drones, donc, russes auraient survolé l'espace aérien polonais. Ils auraient été abattus par la Pologne. Bien entendu, Zelensky est monté au créneau en indiquant que c'était les prémices d'une future potentielle invasion russe de la Pologne, à bien comprendre, puisqu'il indiquait que c'est comme ça que les choses avaient commencé avec la Crimée. Donc, sous-entendu, les Russes ont envahi la Crimée derrière, donc la Pologne sera prochainement Nash, comme on dit en Russie. Xavier Moreau, voilà, déjà, est-ce que c'est crédible cette histoire de drone? Est-ce que ça vaut véritablement tout le buzz médiatique qui en a été fait? Non, je réponds tout de suite non. En fait, il y a trois possibilités. La semaine prochaine. Il y a trois possibilités par rapport à ces drones. Ce sont des drones russes qui ont été détournés par la guerre électronique et donc qui ont passé par le territoire biélorusse. Je rappelle que ce sont les Biélorusses qui ont prévenu les Polonais que des drones arrivaient sur leur territoire et que il y a une déclaration du général porte-parole du ministère de la Défense biélorusse et que eux-mêmes en ont pris une partie en charge. Donc ça c'est la première explication que je ne crois pas, c'est qu'il y aurait eu de la guerre électronique et que les drones auraient été déviés. Je ne pense pas qu'autant de drones, autant déviés en si grande quantité, ça peut être le résultat d'une opération de guerre électronique qui aurait été menée par Kiev. La deuxième solution, c'est que les Russes ont voulu tester la capacité de défense de l'armée polonaise et voir un peu la réaction de l'OTAN. Ça, je n'y crois pas. Pareil pour la raison du fait qu'ils n'auraient pas violé le territoire biélorusse, l'espace aérien biélorusse, qui est leur allié. Deuxièmement, il aurait fallu que ces drones aient la portée suffisante et finalement les Gerber, c'est 700 km, donc ils étaient en bout de potentiel.
Donc je ne pense pas que c'était une volonté de la Russie, et de manière plus générale, la Russie n'a aucun intérêt à étendre le conflit actuel en Ukraine à l'OTAN. Aucun. Elle est en train de l'emporter facilement, de plus en plus facilement sur le terrain. Ça sert absolument à rien de provoquer comment dirais-je, une hystérie de la part de l'OTAN, une hystérie de la part de la Pologne. Donc je pense que les Russes n'y sont pour rien. Ma thèse, celle que je défends, c'est que en fait ce sont des drones qui ont été récupérés par Kiev. Pourquoi ? Parce que le Gerber, donc qui est ce drone-là, est un drone sans explosif. Il sert, ceux qui ont été retrouvés, il sert à saturer les systèmes de défense ukrainiens pour permettre à des drones plus offensifs, comme par exemple le Geran, qui est chargé d'une charge utile de 90 kg d'explosifs, et bien de frapper une fois que la DCA ukrainienne a tiré dessus. D'ailleurs, on a vu les drones qui ont récupéré, il n'y a pas de charge d'explosifs dedans. Donc, je pense que ces drones-là, quand la DCA, quand ils ont fait leur office, si jamais ils n'ont pas été détruits par la DCA, eh bien, faute de carburant, ils se posent. Et je pense que les Ukrainiens ont récupéré une dizaine de drones et les ont envoyés sur la Pologne pour provoquer, comme ils avaient essayé de le faire en 2022, pour provoquer une réaction de la Pologne et donc de l'OTAN. Donc, la réaction, ça a été quoi ? C'était l'article 4. Bon, en fait, c'est une réunion des membres de l'OTAN. Ça n'ira nulle part. C'est pas l'article 5. De toute manière, la Russie, elle, a dit que c'était pas elle. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'attaque et on n'attaque pas la Pologne avec des drones non armés. Ensuite, il faut bien comprendre que ça se passe aussi au moment où Donald Trump et Loukachenko sont devenus les meilleurs amis du monde. C'est passé jeudi, Loukachenko a reçu une lettre de Donald Trump, les sanctions ont été levées, il va y avoir de nouveau des vols directs entre le Minsk et les États-Unis. Donc en fait, si les Russes, faut bien comprendre que si les Russes voulaient envahir la Pologne, il faudrait qu'ils passent par la Biélorussie. Il n'y a pas de frontière commune entre la Russie et la Pologne, sauf à Kaliningrad, mais là, les Russes vont pas attaquer. Sauf à finir le travail en Ukraine. Voilà. Donc, je pense que c'est un coup monté de Kiev, et sans doute avec la complicité de Varsovie, pour essayer de créer une tension et aussi de se faire payer des systèmes de défense antiaériens. Ça, on le voit dans Bloomberg, qui dit, en fait, les Polonais, ce qu'ils ont demandé lors de la réunion, c'est payez-nous un système antiaérien, parce que malgré tout, oui, ces drones ont révélé que la Pologne n'était pas équipée. Ils ont fait décoller F-16, F-35, des hélicoptères, ils ont tiré un missile à 400 000 $ pour abattre des drones qui en valent même pas 10. Donc effectivement, la Pologne n'est pas équipée dans un système décent anti-aérien, et l'Ukraine en a de moins en moins, et donc c'était aussi un moyen, je pense, de se faire payer par Nicolas, Helmut et Giuseppe, l'Allemagne, la France et l'Italie, des systèmes de défense anti-aérien tout neufs. Voilà un peu mon analyse. Bon, donc du coup, cet article 4, c'est un peu une opération café, on peut appeler ça comme ça. On se réunit, on prend un petit café, on se dit bonjour, et il se passe rien derrière. Donc, côté américain... Ce qui est intéressant, si tu me permets, oui, c'est au sein du gouvernement polonais, on a eu deux réactions assez opposées. On a eu mais ce qui est normal, le président qui s'appelle Karol, j'ai oublié son nom, c'est le nom polonais, j'ai toujours du mal. Appelons-le Karol, c'est son prénom. Lui a une réaction en disant, de toute manière, pour ceux qui n'avaient pas compris que les Américains n'interviendraient pas en Europe de l'Est, au moins les choses sont claires. Voilà. Et parce que si ça aussi, il y a eu un article dans le Financial Times qui a dit que ça c'était la semaine dernière, et qui a dit que les États-Unis s'apprêtaient à baisser le financement de leur présence dans les pays d'Europe de l'Est frontaliers de la Russie. Donc, je pense aussi c'est une provocation aussi dans le but d'essayer de convaincre les Américains de rester. Mais à mon avis, c'est mal parti. Trump a été extrêmement discret dans sa réaction. Alors, je pense qu'il a également. Donc, je voudrais opposer justement la réaction réaliste du président. Je te le dis quand même. Alors peut-être. Alors, j'aurais pas l'accent polonais. Karol Nawrocki. Nawrocki. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Et merci pour ton aide. Et de l'autre côté, donc on a eu le ministre des Affaires étrangères, donc du gouvernement de gauche, Sikorski, donc qui avait déjà été d'ailleurs aux affaires
aux affaires dans un gouvernement précédent il y a quelques années. Donc lui qui est très très russophobe, c'est lui qui avait d'ailleurs tweeté après la destruction de Nord Stream 2, qui avait tweeté en disant merci les États-Unis. Et puis après il avait effacé son tweet, mais c'était trop tard. Donc lui est très hostile à la Russie, et donc il a fait une grande déclaration publique en disant que c'était la faute de la Russie, que c'était très grave, etc., etc., etc. Donc lui, Sikorski, c'est les démocrates américains, c'est l'État profond américain. Donc ça veut dire que finalement, il y a même si que ce soit la gauche ou la droite en Pologne, il y a une russophobie latente et permanente. Il y a quand même, on voit du côté conservateur un certain réalisme, c'est-à-dire, comme on voit du côté d'Orban, la guerre est perdue, les Russes ont gagné, et il faut arrêter les frais, quoi. Et on a la gauche, comme en France finalement, qui elle veut continuer, ou aux États-Unis d'ailleurs, qui elle veut continuer absolument à utiliser des provocations les plus grossières, comme celle de ces drones non armés, quoi. Côté français, Macron a réagi, bien entendu, il pouvait pas faire moins. Il a décrété qu'il enverrait donc 3 Rafales. Donc alors, voilà, oula, je pense que c'était une réponse impressionnante. Ça doit faire peur probablement aux Russes, mais bon voilà, 3 Rafales. Ça coûte une fortune, hein. Ah oui, mais c'est pas l'heure de vol du Rafale, elle est pas gratuite, hein. Déployer 3 Rafales, c'est très cher, et ça ne va servir à rien. Hein, il faut bien le dire, ça ne va servir à rien. Mais bon, c'est Macron. On n'est plus à ça près sur le dossier Ukraine pour les contribuables français. 3 Rafales de plus, 3 Rafales de moins. Je rappelle notamment un tweet qu'a sorti Thierry Marani, qu'on a relayé notamment sur le canal Telegram hier soir. L'Union européenne, alors ça c'était justement côté polonais en plus, c'est bon sous la pression en fait d'ONG qui sont chargés d'avoir une action vigilante sur les dépenses publiques européennes. Le gouvernement polonais a dû stopper des donations européennes qui atterrissaient finalement dans les poches de personnes qui achetaient des yachts et des bordels en Pologne. Donc je pense que économiquement, on n'est plus à 1 ou 2 Rafales près. C'est pas très grave. De toute façon, le contribuable français paiera pour tout cela. Nicolas qui paye. C'est voilà. Alors côté ukrainien, quand même, ça fait un peu flop cette histoire parce que on l'a vu, Zelensky est monté au créneau immédiatement. Alors c'était la Pologne va être envahie par les Russes. C'est comme ça que ça avait commencé en Crimée. Il fallait se méfier. Ce qui est pas vrai en plus. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Crimée. Absolument pas. Absolument pas. En demeurant, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est même pas qu'on soit d'accord ou pas par la réunification de la Crimée, mais le processus en Crimée n'a rien eu absolument à voir avec le moindre drone à l'horizon, effectivement. Voilà, on est dans un contexte différent, mais ceci dit, c'est ce qu'a agité Zelensky. Il a essayé de dire qu'il fallait tout de suite que tout le monde se fédère, et puis enfin à mi-mot, en fait, il sous-entendait qu'il fallait que l'OTAN maintenant rentre dans le conflit. Ça fait un flop. Trump n'a pas réagi, Macron n'a pas réagi sur cette question-là. Personne finalement n'a réagi. Les Ukrainiens et Zelensky sont bien seuls. Je pense qu'ils sont bien seuls. Déjà, il y a une certitude, c'est que Washington ne paiera plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est entendu. Hein. Il faut bien noter qu'il y a 2 aides qui sont vitales pour la Pologne. C'est les fournitures d'armement et les financements. Or, je crois qu'aujourd'hui, on en est à 10 milliards de déficit pour l'État ukrainien. Et les Européens ont des moyens limités pour financer l'État ukrainien. Donc déjà, les Américains se retirent. La situation sur le terrain, même maintenant, le général Syrski, après avoir menti pendant plusieurs semaines sur les soi-disant contre-offensives ukrainiennes, est tout simplement catastrophique pour l'armée otano-kievienne. Donc en fait, Zelensky finalement n'a rien à perdre. Effectivement, il a dit tout n'importe quoi. L'idée, évidemment, c'est l'idée depuis le début, c'est de faire rentrer l'OTAN dans la guerre, mais personne n'ira. Et en revanche, Zelensky est dangereux. Effectivement, il est dangereux parce que on voit qu'ils sont prêts à tout. D'après l'AIEA, il y a de nouveau des bombardements sur la centrale d'Energodar. Donc voilà, Zelensky est finalement dans la même situation que Netanyahou.
c'est soit la prison, soit la guerre. Donc il va continuer la guerre. Et c'est assez préoccupant. Mais comme encore une fois, on le voit. D'ailleurs, il y avait un article dans The Telegraph qui le disait. Que finalement, avec la photo d'Emmanuel Macron, tout cela, toutes ces coalitions des velléitaires, tout ça, c'est de la parlotte et ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part parce qu'on n'en a pas les moyens. Et Zelensky a raison de s'inquiéter. On n'enverra pas de soldats. Ou si on envoie des soldats et que les Russes, par hasard, soient d'accord, ce sera sous mandat des Nations Unies et ce sera finalement un peu comme quand moi j'ai servi au Liban. On était en poste. Bon, on regardait les obus passer, quoi. C'était et les combats entre le Hezbollah et Israël. Et nous-mêmes n'intervenions pas. Donc, ce sera une force de maintien de la paix qui n'aura aucun impact sur la guerre et si tout d'un coup les Russes veulent de nouveau parce que l'Ukraine par exemple ne respectera pas la démilitarisation ou la dénazification, si les Russes veulent repasser à l'attaque, on pourra rien faire. Encore une fois, les Russes ont gagné la guerre, les Russes sont les plus forts en Europe économiquement, militairement, il y a pas d'équivalent de la puissance russe. En face, c'est de la blague. Nous sommes de la blague. Pas forcément que ça me fasse plaisir parce que je suis un ancien militaire et j'aime bien l'armée française, mais on ne peut rien faire face aux Russes, ils sont trop forts. Et si on voulait faire quelque chose, il faudrait 5 ou 10 ans pour se préparer et changer les mentalités, refaire de la France, refaire des Français de 1914. Et c'est pas gagné. Ah, de Make France Great Again. Alors justement, pour finir sur cette question, effectivement, tu le dis, il y a plus de, on entend de moins en moins de soutien côté européen à l'Ukraine. Tu le dis, on n'a plus les moyens, mais en fait, on n'a plus les moyens ou on n'a plus l'envie. C'est une question un petit peu différente, c'est-à-dire que bon, on n'a plus d'envie ou on n'a plus d'argent, mais on a quand même envie. Voilà. Je pense je pense que si on avait de l'argent, si on avait des armements, on le ferait. Je pense que même s'il n'y avait pas l'arme nucléaire, on serait déjà en guerre contre la Russie depuis longtemps. Ça, c'est vraiment, d'ailleurs, parmi les leçons qu'on tirera de cette guerre contre la Russie, c'est que c'était ce que le général Poirier, un des théoriciens de l'arme nucléaire française, avait appelé le pouvoir rationalisant la vertu rationalisante de l'atome. C'est-à-dire que bon, on va pas aller faire la guerre à la Russie, sinon c'est la fin du monde, parce que ça va devenir une guerre nucléaire. Donc oui, si Macron pouvait continuer à envoyer des armes, de l'argent, il le ferait, parce que pour eux, la classe dirigeante européenne, pour les classes dirigeantes de nombreux pays européens, cette guerre, elle est existentielle, puisqu'elle a exposé les faiblesses fondamentales des économies, de l'armée, des sociétés d'Europe occidentale essentiellement. Donc on continuerait, mais cela dit, on n'ira pas parce que je pense que malgré tout le monde a plus ou moins compris que la guerre était perdue. Contrairement à la dernière déclaration hallucinante de Kaja Kallas, le narratif, ça a été, d'ailleurs on l'a entendu dans la bouche de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, cette guerre ne peut pas être gagnée, voilà, il faut venir à la table des négociations, faire un cessez-le-feu, histoire de donner du temps à l'Ukraine pour se réarmer. Tout ça, c'était le narratif initial, et aujourd'hui on l'entend de moins en moins. On entend au contraire un J.D. Vance qui a été très clair, qui a dit on a d'un côté la Russie qui veut 6000 km² qu'elle ne tient pas encore. Donc c'est la première fois que les exigences de la Russie sont énoncées de manière aussi claire par un dirigeant occidental. Voilà, la Russie, effectivement, ça représente à peu près 6000 km², ce qui lui manque de Kherson, de Zaporozhye et du Donbass. Et de l'autre côté, on a l'Ukraine, je cite J.D. Vance, qui dit qui veut des garanties de sécurité pour être sûr que la Russie ne leur tombera pas dessus après le traité de paix. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que il a présenté les choses telles que le voit l'administration américaine. Vous allez donner 6000 km² aux Russes parce qu'ils les demandent, et en échange, vous aurez des garanties de sécurité. Donc aujourd'hui, en fait, du point de vue américain, la situation, elle en est là. Et je pense que finalement, les Européens, ça leur irait bien que les Américains prennent la responsabilité de ce qui sera une victoire russe. On pourra nous raconter que les Russes voulaient envahir toute l'Ukraine, etc. Il y a des demandes officielles qui sont faites par les Russes, qui sont refusées par Kiev. Donc si tout d'un coup Kiev accepte sous la pression américaine et peut-être même européenne, eh bien ce sera une victoire russe. Et avec un qui a dit qu'il ne négocierait jamais, notamment sur les. Voilà. Il a même en fait, en principe aujourd'hui, par rapport au décret qu'il a pris en 2022, il aurait même pas le droit de négocier.
puisque c'était en octobre ou en novembre 2022, il a signé un décret en disant que il fallait interdiction de négocier avec la Russie de Poutine. Bon, cela dit, l'avantage, c'est qu'en Ukraine, c'est comme en France, les lois et la constitution, tout le monde s'assoit dessus. Donc, ça n'a pas empêché d'envoyer une délégation à Istanbul et même de continuer des négociations en arrière-plan. Et il y a de la même manière que, et ça aussi c'est intéressant parce que Poutine en a parlé pour la première fois il n'y a pas très longtemps, en disant que ce qui serait négocié devrait être validé par un référendum en Ukraine. Parce que l'excuse aussi, c'est on peut pas donner nos territoires, c'est dans la Constitution. Oui, je pense que les Français non plus voulaient pas donner l'Alsace-Lorraine et les Allemands voulaient pas non plus la rendre en 1918. Mais quand vous avez perdu la guerre, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans votre Constitution, c'est malheur aux vaincus. Hein. Donc voilà où on en est. Et ça, encore une fois, l'Ukraine a perdu la guerre. Je pense que petit à petit, tout le monde en prend plus ou moins conscience. Et on est plutôt, de ce que je vois du côté occidental, de trouver une solution pour perdre la face le moins possible. Et là, je pense que la Russie aura un rôle à jouer pour essayer de permettre aux Occidentaux de ne pas trop perdre la face. Du côté américain, le narratif est plutôt clair. Nous sommes des faiseurs de paix, même si c'est l'administration Biden qui a commencé la guerre. Eux, ils vont faire la paix. Du côté européen, ça va être beaucoup plus compliqué, mais je pense que Vladimir Poutine est suffisamment habile pour serrer moyennant le respect des exigences russes pour le traité de paix, de serrer la main de Macron, de dire que c'était vraiment fantastique, un peu à l'américaine, amazing. Hein, et donc voilà, les Russes vont avoir un rôle à jouer, effectivement. Allez, dans ce fameux Vae Victis dont tu nous parles, Xavier, pour finir cette émission en 1 minute 30, le Cornu, ancien ministre de la Défense et des armées françaises, nouveau Premier ministre, c'est quelqu'un justement sur le volant ukrainien qui a été extrêmement actif, avec des mots très forts contre la Russie, etc. Il va falloir qu'il mange son chapeau ou on peut s'attendre malheureusement à encore plus d'huile sur le feu. Oui, il était très engagé. Il voulait proposer aux Français de mettre leurs économies pour fabriquer des armes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Oui. Non, mais il voulait qu'on fasse donc bien sûr par les impôts, mais également qu'en plus, par exemple, pour les Français qui avaient de l'épargne, investissez dans le complexe militaro-industriel. Ce qui, en soi, si vous avez acheté des actions Rheinmetall il y a 1 an et demi, vous avez gagné beaucoup d'argent. Hein, ou si vous avez acheté des actions dans les entreprises américaines de défense, là aussi vous avez gagné beaucoup d'argent. Voilà. Mais donc c'est un peu son projet. Cela dit, alors je sais pas comment il va réagir. Ce qui est clair, je connais quelques personnes qui l'ont croisé, mais il est pas idiot. Il est beaucoup moins que Attal, beaucoup moins que Bayrou, et donc c'est quelqu'un. On va voir ce qu'il va faire. Et précisément, l'Ukraine ça sera l'indicateur pour savoir si on est parti sur quelque chose de sérieux ou pas. Aujourd'hui, la seule chose que peut faire, parce que c'est un peu la carte de la dernière chance, l'administration de la dernière chance pour Emmanuel Macron, la seule chose que peut faire Attal, c'est une vraie réforme du budget français. C'est-à-dire le Cornu, pardon. C'est un vrai budget de réforme pour rassurer notamment les agences de notation. Et ça consisterait donc à taper dans les dépenses publiques. Le problème, c'est pas les boomers, c'est les dépenses publiques. Il y a quelqu'un qui est très clair, c'est Marc Toiti. Il y a 150 milliards de dépenses sur lesquelles on peut taper. Et ça rassurerait tout le monde. Et surtout faire un budget sans augmenter les impôts. On est le pays le plus taxé au monde. Il n'y a pas à augmenter les impôts. Au contraire, il faut les baisser pour les entrepreneurs, pour de nouveau produire et créer de la richesse. Donc, on va voir si son objectif principal, c'est ça, et que finalement l'Ukraine passe à côté, et qu'on continue à faire semblant d'aider l'Ukraine, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on fait semblant d'aider l'Ukraine, faut pas non plus trop se mentir. Donc ça va être je pense l'indicateur. Est-ce qu'il va continuer à être obsédé par l'Ukraine comme Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il va essayer finalement de faire un budget qui tienne la route, et dans ce cas-là mettre le Parlement en face de ses responsabilités, parce que pour l'instant il est tout à fait normal que le Parlement n'ait validé aucun des budgets de Barnier, de Bayrou, c'est du grand n'importe quoi. Et il y a surtout, encore une fois, Bayrou augmentait les impôts, mais augmentait aussi les dépenses.
Il y avait aucune réduction des dépenses. Donc c'était pas du tout sérieux. Là, on va voir si vraiment on va avoir un budget sérieux fait par le Cornu, ou si il va nous faire du Macron. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Macron d'ailleurs envoie trois rafales et parle de l'Ukraine? Parce que il veut pas parler de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc voilà, tous les systèmes autoritaires qui sont en difficulté à l'intérieur cherchent des ennemis à l'extérieur pour parler d'autre chose et faire peur aux populations. Donc là, on est exactement dans ce cadre-là. Donnons sa chance au produit, comme on dit dans la grande distribution, au produit Le Cornu. On va voir ce qu'il va faire. On va être de toute manière rapidement fixé. Non. Je dis à nos auditeurs et auditrices qui nous regardent, non, Xavier Moreau n'a pas du tout dit ça. C'est l'intelligence artificielle. Alors, je suis désolé, on peut pas. Alors, le Cornu de ma paroisse, c'est un traître. Premièrement, c'est un traître qui a tourné le dos à son propre camp dès les premières minutes post-électorales 2017. Et donc, c'est un macroniste, comment Thierry l'a appelé mardi soir. C'est un macroniste convaincu de la première heure après le vote. Voilà, donc quelqu'un je dis pas qu'il va le faire par patriotisme ou par amour de la France. Je dis qu'il va le faire parce que sinon si jamais la France rentre dans une crise grave, parce que la note a été sa note a été comment dire, rabaissée par Fitch, Standard & Poor's et Moody's. Et aujourd'hui, on enregistre, il n'y a pas de secret, on enregistre Divergence les vendredis matins. C'est aujourd'hui, vendredi, donc 12 septembre, que Fitch doit donner la notation normalement aujourd'hui de la France. Donc voilà, il le fera pas par amour de la France et mais parce que sinon c'est la ruine. Sinon c'est la dette française qui explose. On peut plus vendre nos obligations à un taux préférentiel, et donc ça va provoquer l'effondrement de toute une classe dirigeante. Étant donné le poids de l'économie française dans l'économie de la zone euro, ça peut même faire exploser la zone euro. Donc pour ces raisons-là, il va être obligé de faire un budget sérieux, ce qui n'a pas été le cas depuis la dissolution, même depuis François Mitterrand en fait. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix, donc il ne le fera pas parce qu'il aime la France, mais pour ne pas perdre le pouvoir. Voilà, pour ne pas que cette classe dirigeante qui pille le pays perde le pouvoir. Donc pour convaincre encore une fois les agences de notation. C'était la question qu'on posait avec Nicolas Mirkovic hier soir dans son émission Un autre regard. Est-ce qu'ils le font par cupidité et soif de pouvoir, ou est-ce qu'ils le font dans des intérêts qui leur sont guidés? Bon, voilà. Je pense du 3e arrondissement, moi je pense qu'il y a plus de cupidité qu'autre chose. Je pense que surtout ce sont des gens qui connaissent leurs limites, c'est-à-dire c'est ce que je demande à mes amis qui dirigent des grandes entreprises. Je leur dis, est-ce que vous prendriez Bruno Le Maire comme directeur financier? Tout le monde se met à rigoler. Donc en fait, ce sont des gens qui, s'ils sortent de la fonction publique, de la haute fonction publique, ne trouveront jamais d'emploi du niveau de ce qu'ils ont par la courtisanerie. Dans le privé, il y a toujours un peu de courtisanerie, il y a toujours un peu de faillotage, mais globalement, l'entreprise, elle doit fonctionner, elle doit gagner de l'argent. Et la sanction, c'est quand elle perd de l'argent, ceux qui sont responsables de la perte de l'argent dégagent. Dans le public, chez les hauts fonctionnaires, chez les ministres, c'est pas comme ça. Vous pouvez ruiner le pays, vous restez quand même à votre place. Donc je pense que on voit ça au niveau du Parlement européen avec quelqu'un comme Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est très bien que il est arrivé là où il est grâce à la courtisanerie. Si jamais il était dans le monde du travail réel, il trouverait jamais un travail aussi bien payé que celui de député européen. Et donc c'est pareil pour Mélenchon. Mélenchon est un courtisan. Il était un courtisan sous la Mitterranderie et ça lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Mais il n'aurait jamais pu avoir des salaires, des émoluments qui correspondent à ce qu'il gagnerait ce qu'il gagne aujourd'hui. C'est d'ailleurs le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un comme Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, c'est beaucoup d'argent ce qu'il gagne comme député. Mais pour un entrepreneur qui a un peu de succès, c'est rien. Un entrepreneur, quelqu'un qui est dans la production, va pas renoncer à son salaire qu'il se verse lui-même pour devenir député parce que c'est pas assez payé et qu'il n'aura plus le droit de travailler. C'est ça le problème. Donc ce qui fait que le Parlement français est composé à 95% d'incapables, de gens qui en dehors de ces donc en fait qui sont là par courtisanerie et qui, en dehors de ce monde parallèle dans lequel ils vivent, avec ses privilèges, seraient et serviraient des cafés chez McDo.
C'est la réalité. Et encore. C'est vrai que notre ami Bruno Le Maire que tu citais a été tout à fait aussi médiocre comme écrivain qu'il l'a été comme ministre. À une différence près, c'est qu'en tant qu'écrivain, au moins, il faisait pas trop de mal à grand monde. En tant que ministre, il a quand même sacrément mis à mal la langue française, si. Ouais. Oui, alors il faisait du mal à la langue française, il faisait du mal intellectuellement, mais bon, on a survécu. Et puis on est habitué, on avait Marlène Schiappa qui était passée avant, donc c'était plus une grosse surprise. Xavier Moreau, 1000 fois merci. Alors on a passé un super moment dans ce 49e épisode de Divergence. L'affiche est à l'écran. Voilà, tu es entouré de beau monde, Vladimir Poutine, et puis d'autres personnes un petit peu moins fréquentables quand même. Je rappelle aux gens qu'ils te suivent, bien entendu, sur Stratpol, dans ton bulletin hebdomadaire, donc qui sort tous les vendredis matin, midi à peu près, fin de matinée, le vendredi. Oui, début d'après-midi, oui. Voilà, début d'après-midi en France. Et puis, bien entendu, tous les vendredis soirs en live sur RT en français. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre Xavier Moreau. N'hésitez pas à voter. Venez sur le canal Telegram de Divergence Politique. Vous allez dans Telegram, dans la barre de recherche, vous tapez Divergence Politique, vous arrivez sur notre canal. Toutes les semaines, le sondage avec les grands thèmes de la semaine. Vous votez. Et puis voilà, Xavier Moreau, Fabrice Sorlin, vous décrypte l'actualité que vous avez choisie. Donc voilà, soyez participatifs, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et on vous dit à très bientôt. Xavier, à très bientôt et bonne semaine. À bientôt. Au revoir.